Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point boursier, comme on en fait de temps en temps chez Hibou. Alors d'abord, un graphique, celui de la bourse américaine, depuis 1914, vous savez, c'est toujours le même qu'on vous présente, avec la droite de régression et les écarts types. Voilà, ce qu'il faut noter, je pense que c'est important de le noter, c'est qu'on est tout de même un tout petit peu au-dessus d'un écart type au-dessus de la droite de régression. Donc c'est un niveau qui commence à être un peu trop cher, un peu dangereux. Vous voyez, on continuerait à monter un peu, on serait entre 1 et 2 écarts types, on serait vraiment en zone de risque. C'est pas très bon parce que on peut très bien, si vous voulez, sans qu'il y ait d'événements extraordinaires, décaler à la baisse de 2 écarts types. C'est pas du tout contre ce qui s'est passé historiquement sur les marchés. Et donc ça fait une baisse potentielle très importante à ce niveau-là. Et puis vous remarquez, si vous regardez le graphique, Maxime va vous le mettre en grand, eh bien c'est que il y a eu une très longue période, 1932, 1997, 98, donc vous voyez à peu près 65 ans, où on n'avait jamais été à un écart type au-dessus de la moyenne. Donc c'est vous dire à quel point sur New York on est un peu tendu en valorisation. Bon. Et là où ça se complique beaucoup pour vous, c'est pour ça qu'on fait ce point, on essaie de le faire avec modestie, mais c'est qu'on vous remet ce graphique qu'on vous avait mis qu'on avait fait une vidéo sur les cracks parce qu'on pense qu'il est très intéressant. C'est la même évolution de l'indice de la bourse de New York, du Dow Jones, avec en arrière-plan, en grisé, quand il y a des récessions. Bon. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que plus on avance dans le temps, c'est ce que vous avez fait remarquer dans la précédente vidéo, plus on avance dans le temps, moins il y a de récession, parce que l'économie moderne est beaucoup moins cyclique que l'économie du début du XXe siècle, parce qu'elle est beaucoup moins capitalistique. Autrefois, au début du XXe siècle, l'agriculture, l'industrie lourde, c'est ça qui faisait l'essentiel de l'économie. Aujourd'hui, ce sont les services, donc beaucoup moins capitalistiques, beaucoup moins cyclique. Et donc, ça veut dire, si vous voulez, que plus on avance dans le temps, moins il y a de récession, notamment dans les grandes périodes de hausse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, on vous a dit, on est très probablement rentré dans une très grande, très longue période de hausse. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des baisses dans cette période de hausse. Bon. Et donc, ce que l'on pensait, et on le pense toujours, c'est qu'il est très possible que pendant tout ce long marché haussier dans lequel on est rentré, eh bien, on n'est pas de récession. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'attendait le marché. Nous, c'est un peu ce qu'on attend. Et c'est pour ça que le marché est un peu surpris à chaque fois. Et comme il est surpris par ça, il risque d'aller un peu plus haut que ce qu'il devrait faire. Voyez, si l'économie américaine repart, et c'est tout à fait possible, c'est-à-dire là, elle est descendue un peu en dessous de 2%, si elle repart un peu au-dessus de 2% en rythme annuel, on peut très bien voir les indices qui repartent à la hausse. Et qui s'approche, alors là, d'une zone, là c'est déjà un peu tendu, mais d'une zone qui va devenir franchement dangereuse. Bon. Donc il faut surveiller ça de près, et c'est très compliqué parce que, en contrepartie de ça, si vous voulez, si l'économie repart, les gens vont se dire aussi, les taux d'intérêt vont plus baisser, donc ça peut équilibrer. Et en sens inverse, si l'économie ne repart pas tout de suite, les gens vont se dire, les taux d'intérêt vont continuer à baisser, ça va à nouveau équilibrer. Donc ça veut dire pour l'investisseur, j'essaie de résumer, c'est qu'on est à un niveau qui d'ores et déjà représente un certain danger si on reprend l'historique de toute la bourse. Mais en contrepartie de ça, il est justifié parce que le marché progressivement prend conscience de la très faible cyclicité de l'économie moderne et que donc en raison de cela et en raison du jeu croissance taux d'intérêt avec les nouvelles politiques monétaires, on peut très bien avoir une bourse qui se stabilise sur les niveaux actuels, voire qui monte un peu sans craquer. Vous voyez, donc c'est très difficile, très compliqué. Et pour les gens qui sont un peu top-down, vous savez que chez Hibou, ce n'est pas du tout notre cas. Heureusement, on échappe à ça. Mais pour les gens qui sont un peu top-down, qui réfléchissent, je les plains beaucoup parce que c'est compliqué. Et en même temps, qu'est-ce qu'il sait l'investisseur? Il sait que les bourses européennes, comme également la plupart des bourses asiatiques, elles évoluent un peu en contre-coup de la bourse américaine. Pourquoi? Parce que si vous voulez, l'essentiel des capitaux dans le monde qui vont sur les actions sont des capitaux anglo-saxons.
Voilà, il y a les capitaux, les Français, les Allemands, les Italiens, tout ça, ils achètent de l'immobilier, des obligations, très peu d'actions. Et en plus, ils n'ont pas de fonds de pension ou très peu. Donc c'est surtout le monde anglo-saxon qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés. Donc si la bourse américaine baisse, les Américains ils vont retirer des capitaux des bourses européennes et ça va faire baisser les bourses européennes. Donc c'est la voie de son maître. La bourse européenne, elle suit la voie de son maître qui est la bourse américaine. Donc c'est compliqué pour l'investisseur top-down européen parce qu'il se dit je suis pas cher sur mon marché, mais la bourse américaine qui est la bourse directrice, elle est chère et donc si elle baisse, même si je suis pas cher, je vais baisser. Voilà. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que si on va un cran plus loin, si vous voulez, eh ben, de la même manière qu'il y a une dichotomie sur les marchés entre les marchés très chers américains et les marchés pas chers européens, eh ben, au sein des marchés européens, il y a également une dichotomie entre des sociétés qui sont chèrement payées. Voilà. Alors, on vous en montre certains noms s'affichent là. Ce sont des sociétés qui ont des PER supérieurs à 25. PER supérieur à 25, ça commence à être tendu, surtout que ce sont des PER 2020. Donc si vous voulez, c'est des sociétés qui sont très chères. Il faut savoir que le PER moyen de la bourse américaine, encore une fois, qui est la bourse directrice, donc intéressante, depuis 1920, c'est un tout petit peu plus de 14. Donc ça veut dire que là, on est très 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 au-dessus, on est très tendu. Donc il y a une partie de la bourse, et c'est probablement justifié, mais en tout cas qui est très chère. Et parallèlement à ça, et là vous avez d'autres noms qui s'affichent, vous avez toute une série de sociétés, et parmi ces sociétés, des grandes sociétés internationales qui sont à des PER inférieurs à 12. Donc très très bon marché. Voilà. Et vous voyez, parmi ces sociétés, vous avez tout de même des poids lourds de la cote. AXA, Total, vous avez du Peugeot, vous avez du Saint-Gobain. Voilà, vous avez des grosses sociétés mondialisées qui sont à des PER inférieurs à 12. Et en même temps, si on regarde non plus la valorisation, mais le rendement, et ben là aussi vous avez des noms qui s'affichent. Et bien, ce sont des sociétés qui toutes versent un dividende supérieur à 4%. Alors, et puis c'est des dividendes solides, et puis qui vont croître dans les années qui viennent. Donc si vous voulez, quand vous avez des rendements supérieurs à 4%, alors que sur le rendement d'une obligation d'État à 10 ans, vous avez à peu près zéro, vous avez 4 points de différence, là aussi c'est énorme, et je dois dire qu'on a regardé l'historique, ça ne s'était pas produit depuis 150 ans. Voilà, depuis qu'on a des statistiques, c'est une situation qu'on n'avait jamais vue. Donc voilà, donc c'est très compliqué à mon avis pour l'investisseur. Alors qu'est-ce qu'un investisseur un peu top-down il peut faire à partir de ça? Chez Hibou, on pense qu'il y a deux stratégies assez simples. Alors une, eh ben, c'est peut-être faire un investissement value. Vous savez, en bourse, on fait du growth ou du value. Bon, il y a des petits malins qui font ce qu'on appelle du GARP, c'est-à-dire growth at a reasonable price, mais disons que les deux grandes tendances, c'est j'achète des boîtes de croissance un peu chères, mais je mise sur la croissance pour gagner, ou alors j'achète des boîtes qui sont, quand elles sont très décotées, et je joue le retour à la moyenne. Voilà, ça c'est le jeu value. Bon, le jeu value, ça fait très longtemps qu'il n'a pas payé. Dans le contexte actuel, il est possible que ça paye, et donc on s'est amusé. Ce n'est pas une recommandation Hibou, parce que, encore une fois, Hibou c'est bottom-up, on part des titres. Non, là c'est une réflexion top-down. On s'est amusé à vous bâtir un petit portefeuille value, on vous le met là, et vous voyez, on a pris que des grands titres, et on a pris quasiment que des leaders mondiaux. Vous voyez, AXA, numéro 2 de l'assurance dans le monde, Michelin numéro 2, Saint-Gobain numéro 1, Total, c'est un des grands majors pétroliers, parmi les 5 grands majors pétroliers mondiaux. Publicis, c'est numéro 1 ou 2, je ne me souviens plus de la publicité. Manitou, numéro 1 des chariots élévateurs. Imerys, numéro 1 mondial. Rothschild, numéro 1 mondial. Rexel, numéro 1 mondial. Donc vous voyez, ce sont des grandes sociétés extrêmement bien assises, avec des positions concurrentielles très fortes. Eh bien, regardez, on vous a mis le PER 2020 à côté, et donc en choisissant 10 titres, voilà, de très belles sociétés, très bonnes factures, on arrive à avoir un PER moyen de 8,8. Ah, ça, c'est incroyable. 8,8, si vous voulez, c'est un peu détresse. Ouais, moi, quand j'ai commencé à investir, c'était une époque où on gagnait 11-12% de rendement sur les obligations. Bah, les boîtes qui étaient au tapis, elles étaient 7-8 fois les bénéfices. Donc là, vous avez 10 très belles boîtes qui ne sont pas au tapis, avec des taux à 0 et pas à 12%, et vous avez 8,8 de PE. Donc, à mon avis, le jeu value, ce n'est pas idiot en ce moment.
Bon, mais vous savez, ça ne paye pas forcément toujours, donc c'est une possibilité. Donc je dis peut-être. Et en tous les cas, il y a un jeu qu'on peut certainement faire, et là c'est pas peut-être, c'est certainement, c'est le jeu rendement. Voilà, parce que il y a une autre manière d'investir en bourse, qui est plutôt que de se dire je vais investir sur un titre pour gagner de l'argent, et puis je vais gagner de la plus-value, je vais vivre avec, ben, il y a un moyen assez simple qui est de dire j'achète un titre et je vais vivre sur le coupon. C'est souvent assez intelligent, on achète un titre puis on le laisse vivre sa vie. Voilà. Puis on regarde de temps en temps, puis on se dit si un jour il est trop cher, dans 5 ans, dans 10 ans je le vendrai, en attendant je vis sur le coupon. Et donc là, de la même manière, c'est une analyse top-down, on vous a composé un portefeuille rendement assez intéressant, très belle société, très solide, hein. BNP, Orange, Crédit Agricole, Veolia, Total, Unibail, Engie, Imerys, Bouygues, AXA. Que des très grosses sociétés, bien gérées, très très solides. Et on arrive tout de même à vous sortir un rendement coupon, hein, uniquement coupon. Ça ne tient pas compte de la valorisation très très probable que vous aurez dans la durée sur chacun de ces titres. Un rendement coupon que vous allez toucher tous les ans de 5,6%. Alors moi je pense que c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui autrefois faisaient de l'investissement immobilier pour avoir du rendement, ou qui investissaient dans des fonds en euros pour avoir quelque chose d'assez sûr. Ben là, avec un portefeuille tout de même globalement sûr, avec 10 titres, hein, bien répartis, vous mettez 10% dans chacun des titres, vous avez 5,6% de rendement. C'est-à-dire, je dirais presque 5 fois plus que ce que vous avez, 5 fois plus que ce que vous avez sur un fonds en euros. Bon ben, considérablement plus que ce que vous avez sur une obligation à 10 ans parce qu'elle rapporte 0, et probablement 2 à 3 fois plus que ce que vous avez sur un investissement immobilier, en tous les cas parisiens, si on veut bien tenir compte des frais de réparation, des impôts, etc. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas idiot pour un investisseur un peu top-down de se constituer comme ça un portefeuille rendement. Il va toucher 5,6% tous les ans. Et en plus, le plus probable, c'est que dans la durée, ses dividendes augmentent. Donc aujourd'hui, il va toucher 5,6. Dans 4-5 ans, il sera peut-être à 6,5-7% de rendement. Voilà. Et en plus, sur la durée, la probabilité, c'est que les titres augmentent parce qu'ils sont très peu chers aujourd'hui. Donc voilà, c'est probablement une des choses les plus sages qu'il y a à faire parce que c'est très compliqué dans l'environnement de dichotomie entre les différents marchés et au sein des marchés de pouvoir faire des investissements qui soient sûrs dans les 2-3 ans qui viennent, en tout cas au niveau du capital investi. Donc notre recommandation pour l'investisseur top-down, eh bien, c'est de construire ce portefeuille de rendement. Voilà. Mais bien sûr, vous pouvez faire beaucoup mieux en suivant nos constructions de portefeuille où on allie à la fois le rendement, la plus-value potentielle. Et pour ça, on se retrouve pour les abonnés sur le site abonné Hibou. Voilà, à très bientôt avec l'équipe Hibou.